Donc, merci beaucoup pour votre attention. Je vais maintenant céder la parole à notre admiratrice. Ouais, ça, c'est moi. Notre animatrice ce matin, une personne que j'admire beaucoup, une importante militante pour les droits des personnes trans et queer, la directrice générale de Queer Momentum, Faye Johnston. OK, on va voir si je suis capable d'introduire mon ami Céleste en français. J'espère que je suis capable, mais on va voir bientôt. Merci. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à notre session au sujet des personnes trans, la loi et l'avenir trans avec Céleste Trianon. Comme on a dit, mon nom c'est Faye Johnston, je suis la directrice générale avec Queer Momentum et ce matin, j'ai le plaisir d'être votre modératrice. Céleste Trianon est un militant et juriste transféminine ouvrant au Québec et à travers le Canada. Fondatrice de sa propre clinique juridique, créatrice de ressources et activiste avant-gardiste aux front lines de la communauté, elle rêve à un monde où la justice n'est pas seulement un concept théorique pour la communauté trans, mais plutôt une réalité vécue. Notre présentation, ça va être environ 45 minutes avec 15 minutes après pour des questions. Alors, merci, je vous invite à me rejoindre, à dire bonjour et welcome Celeste with me. Thank you very much. Bonjour. Comment allez-vous? J'en vois quelques personnes qui disent qu'elles sont fatiguées. Ça se comprend. Il est 9 h du matin, puis je suis sûre qu'il y a du monde qui sont bien jet-lagués à cette heure. Donc, si vous avez besoin de vous reposer, n'hésitez pas non plus. Comment ça va? Comment est-ce que vous vous sentiez à cette heure? Comment est-ce que vous gérez cette année? Honnêtement, cauchemardesque pour plusieurs. Même les dernières semaines. Comment est-ce que les dernières semaines se sont passées pour vous autres? Des semaines qui peuvent facilement et raisonnablement mener à perdre espoir, tiens. Est-ce que vous avez eu la chance de parler à une amie, ou deux, ou plusieurs? En jaser avec tes proches, surtout celles qui sont trans elles-mêmes? Et surtout, est-ce que ça va, vous autres? Est-ce que vous survivez malgré tout? Parce que je suis bien contente que vous autres, vous êtes en vie à cette heure, puis j'aimerais bien ça que ça continue. Vous n'êtes pas seul, vous êtes bien entouré. Puis je sais que malgré tout ça, il y a l'espoir dans ce monde-ci. Puis avant que je ne commence ma présentation sérieusement, j'aimerais bien ça vous dire, comme je sais que les temps peuvent paraître difficiles à cette heure, mais on va s'en sortir. On a déjà milité à de maintes reprises durant de nombreuses générations. Ça fait des millénaires que les personnes trans ont eu une existence documentée et peut-être des centaines de milliers d'années que les personnes trans ont existé. On ne va jamais savoir, mais les personnes trans ont existé time immemorial, puis c'est certain que ça continue. Ça continue, puis on va survivre ensemble. On va être fortes ensemble. Maintenant, voyez-vous qu'est-ce qui est sur l'écran ici? Premièrement, je sais que ça peut faire peur, le statu quo. Danielle Smith qui annonce non seulement un seul projet de loi anti-trans, mais trois. 3 projets de loi anti-trans interdisant, entre autres, les soins de santé transinformatifs pour les jeunes de nos communautés, une première au Canada. Introduisant des lois forçant le outing de nos jeunes, de nos enfants, à leurs parents, aux personnes qui sont proches d'eux. Ainsi que des interdictions sur la participation publique des femmes trans, en premier dans le sport, mais nous savons tous que ça a éventuellement mené à des interdictions bien plus larges que ça. Vous voyez comment est-ce que l'espoir, c'est pas facile à conserver non plus. Là, vous voyez en bas à gauche, c'est une nouvelle que j'ai clippée du T il y avait quelques semaines. Est-ce qu'il reste de l'espoir pour les personnes trans en Colombie-Britannique? Les élections récentes ont fait peur, n'est-ce pas? Le fameux comité de sages sur l'identité des gens au Québec, qui, selon certaines, risque de devenir un peu comme le Cast Reviews Québec. Ça fait peur, n'est-ce pas? Puis l'éléphant dans la salle. L'élection à notre fasciste favori aux cheveux blonds,
ainsi que disons, son petit body, assez embêtant, qui va probablement criminaliser la transuite en son entièreté aux États-Unis. C'est une situation épeurante. Puis j'espère bien que vous débrouillez malgré ça. Nous savons que la haine trans, c'est un export. C'est aussi quelque chose qui se crée ici. Et nous savons qu'avec la haine qui en ce moment monte partout au monde et qui est créée aux États-Unis, ça va nous affecter ici. Et ça va tellement causer la douleur. J'en ai déjà vu des personnes qui commencent à perdre espoir, des personnes qui essaient de faire tout. Puis c'est justement à cause de ça que je me suis dit, ça va être aussi important pour moi à vous présenter un peu le status quo entre le droit et les personnes trans. C'est-à-dire, personnes trans, le droit, puis nos futurs. Parce que, tu sais, le droit ne va pas nous sauver. C'est une chose que j'aimerais dire très clairement. Le droit ne va pas nous sauver. The law won't save us. Mais en même temps, c'est possible de se défendre avec le droit. C'est possible de s'équiper. C'est possible d'avoir des mesures, de créer des mesures, de bâtir front commun afin de justement freiner, puis dire non à la haine, à refuser ça, à refuser un monde dans lequel nous serions forcés à rentrer dans le placard. Nous sommes sortis, n'est-ce pas? On ne va jamais y rentrer. OK. Je pense qu'il est peut-être temps que je m'introduise. C'est Estriano, pronom elle, militante, juriste transféminine, un peu embêtante aussi, également membre de Lawyers Against Transphobia, avocate contre la transphobie, et plusieurs autres groupes de défense des droits des personnes trans un peu partout au Canada. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais notamment souligner le fait que présentement où nous sommes situés sur les territoires autochtones non cédés et ont été volés, stolen. Des peuples du Salish de la côte, en particulier les nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. Et je souhaite également souligner le fait que moi, j'habite moi-même sur les terres non cédées, colonialement connues sous le nom de Montréal, mais qui est connu sous son nom original de Kanien'kehá:ka, de Tiohtià:ke, des terres traditionnellement gardées par les Kanien'kehá:ka sur lesquelles je travaille. Le droit tel que nous le reconnaissons ici au soi-disant Canada, c'est un système. C'est un paradigme colonial. La loi était et continue d'être l'outil légiférant comme des formes de violence indescriptibles, inconsciables. La loi a permis justement à imposer des formes de marginalisation extrême sur nos communautés autochtones, notamment sous la forme du génocide qu'étaient les écoles résidentielles, ainsi que d'autres pratiques barbares, notamment la loi sur l'immigration chinoise, ainsi que l'emprisonnement des Canadiens d'origine japonaise dans les années 1940. C'est une violence qui continue de nos jours, incluant sous la forme de déportation, sous la forme de brutalité policière et d'autres formes de violence étatique. J'aimerais souligner le rôle que les lois et que le droit jouent dans ça. Je souhaite aussi remarquer d'à quel point est-ce que les recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation n'ont pas fait l'objet d'implémentation. Et j'ajoute qu'en tant que travailleurs œuvrant au sein de nos communautés marginalisées, de communautés marginalisées, et notre devoir, c'est une nécessité absolue d'adresser proactivement l'absence d'action de la part de nos gouvernements, de nos institutions, des milieux dans lesquels nous travaillons. Garde, si tu ne décolonises pas, tu n'as plus de légitimité, OK? Et voici le statu quo des droits des personnes trans au Canada à cette heure. Qui ici a déjà vu cette carte? Ben, du monde. Ben, je vais le dire, ça fait peur. Une situation épeurante. Et les lois en trans, ce n'est pas un phénomène isolé non plus. Mais avant d'aller plus en profondeur, j'aimerais adresser le fait que, contrairement aux États-Unis puis contrairement à d'autres pays, ici, nous fonctionnons sous une forme de fédéralisme qui fait en sorte, entre autres, que les lois criminelles ne peuvent qu'être adoptées par le Parlement fédéral et que d'autres mesures, telles que, par exemple, des mesures concernant l'éducation, la santé et
ainsi que les droits civils, notamment les lois régissant nos noms et nos identités, sont régis par les provinces. Cette division-ci contribue à comment est-ce que les lois anti-trans sont implémentées au Canada, c'est ce que je vais expliquer tantôt. Également, il faut noter aussi que les lois n'auront jamais d'impact sur une seule personne. Les lois sur le logement, les lois sur l'emploi, tout ça. Des lois concernant les personnes en situation de pauvreté ou en situation d'itinérance. Ça a affecté disproportionnellement notre communauté. J'ai focusé plus sur les lois anti-trans qui ont été introduites spécifiquement pour les fins d'attaquer notre communauté aujourd'hui. Mais c'est une chose est certaine, c'est que la marginalisation de nos communautés est quelque chose de systémique. Donc, comment sommes-nous rendus ici? Vous allez voir sur vos tables une liste de tous les projets de loi et de lois actives anti-trans qui ont été introduits au Canada l'année passée et cette année. Ça effraie, n'est-ce pas? Et ce n'est pas juste des lois explicitement anti-trans telles que ceux en Alberta, ce n'est pas ceux qui ont eu le plus de publicité, mais également de futurs projets qui risquent d'être introduits dans les prochains mois, les prochaines années, tels que, par exemple, une proposition de loi justement pour en guillemets, protéger la liberté d'expression en Alberta, ainsi que d'autres mesures qui vont justement restreindre la capacité de nos communautés à nous défendre. Est-ce que vous, maintenant par hasard, connaissez-vous les jugements portant sur les droits des personnes trans au Canada? Est-ce que vous êtes capable d'en nommer un seul jugement concernant les personnes trans au Canada? Levez votre main. J'en vois quelques hochements en tête. N'importe quel. Oui, bon exemple. Mais j'ai vu vraiment peu de mains qui se lèvent, puis je veux dire, c'est important que nous sachions comment est-ce que nous nous défendons dans nos communautés. C'est important de connaître le cadre dans lequel nous travaillons. Et sur ça, comment est-ce qu'on est arrivé ici? Comment est-ce qu'on est rendu à ce point-ci? L'histoire des personnes trans récente, c'est une histoire qui a commencé avec la pleine de marginalisation. Les personnes trans ont toujours été laissées derrière. Et l'histoire même de la protection des personnes trans par la loi était quelque chose de complètement inconnu, de complètement absent dans les années jusqu'à tout récemment. Ceci, c'est une citation de 1967 concernant justement une femme trans à Montréal qui se fait emprisonner à cause de sa transitude. Imagine donc, ça fait moins de 60 ans depuis ça. Le monde a bien évolué, mais le monde risque aussi de reculer bien vite aussi. L'accès à la justice pour nos communautés n'a jamais été facile non plus. Les personnes trans ont été, pour trop longtemps, forcées dans l'économie informelle. Être forcées à travailler dans le secteur communautaire ou avec des emplois précaires, incluant le travail du sexe. Et c'est quelque chose qui continue de nos jours et qui est particulièrement vrai pour les personnes trans racisées, migrantes, non documentées, qui sont particulièrement exposées à la discrimination, puis justement à des facteurs de risque, des déterminants sociaux de la santé qui font en sorte à ce qu'elles sont forcées à vivre des vies à l'image de la société. Et bonne chance à trouver une avocate aussi si tu te faisais discriminer. Il y a eu quelques publications concernant les droits des personnes trans au Canada dans les années 70. Mais c'était toute une autre époque. Les articles de journal à l'époque parlaient pas vraiment des besoins des communautés. Ils adressaient plutôt des questions aussi absurdes que est-ce que c'est un acte criminel d'offrir des chirurgies d'affirmation de genre à des adultes trans qui consentent? D'autres questions, c'est est-ce que ces personnes-ci ont même droit à être reconnues légalement comme elles sont? C'est une époque relativement noire aussi. C'est une époque où est-ce que nos communautés ont été capables de fonctionner de manière souterraine, obtenir des pièces d'identité, à quand même pouvoir survivre, malgré tout. La résilience de nos communautés ne peut être sous-estimée. Mais qu'est-ce qui va arriver dans les 40-50 ans après ça va complètement changer la donne au sein de nos communautés. Depuis la fin des années 70, il y a eu
la communauté a commencé à se défendre. Le monde a commencé à utiliser le droit en tant qu'une mesure de protection, de défense, pour s'assurer que justement les personnes trans, les personnes de la diversité de genre puissent pouvoir participer dans la société. Puis même mis à part comme juste des choses ici, comme les enjeux des années 80 et des années 90, c'est un peu les mêmes enjeux que ceux d'aujourd'hui. Le jugement à gauche, c'est une action collective des années 80, 1983, initiée par une femme trans voulant demander l'assurance maladie, à ce que l'assurance maladie du Québec couvre toutes les chirurgies d'affirmation de genre au Québec. Dans les années 1980. Imagine donc la résilience à l'époque, avant même que le droit à l'égalité n'ait été codifié dans la Charte canadienne des droits et libertés. Également, le courage des personnes qui ont mené justement, qui ont piloté les défenses d'elles-mêmes. Ça, c'était quelque chose qui était impossible à une certaine époque. Mais commençant dans les années 80-90, il y aura des cas ici et là de personnes trans qui vont réussir à se défendre, qui vont réussir à revendiquer pour leurs droits, qui vont réussir à justement se protéger contre la haine, à se prévaloir de nos systèmes afin de se protéger. Comme vous pouvez voir ici à droite, c'est un jugement du tribunal des droits de la personne, la Colombie-Britannique, où est-ce qu'une femme trans qui s'est fait dénier l'accès aux toilettes va recevoir des dommages et intérêts pour justement la discrimination sur la base du sexe. Et sur ça également, il ne faut pas non plus comme sous-estimer l'impact de la Charte canadienne des droits et libertés. Le texte qui n'était même pas supposé nous protéger en premier, mais qui a réussi quand même à être pris par nos communautés et qui a été utilisé à un tel point où est-ce que ça sert en ce jour en tant que fondement à la défense des droits des personnes trans à travers le Canada. Savais-tu que l'identité de genre n'est pas un motif dans la Charte canadienne? Même l'orientation sexuelle ne figure pas dans la Charte. Beaucoup de monde confuse ça avec la loi sur les droits de la personne fédérale, mais ça, c'est une histoire pour une autre journée. Puis ça explique pourquoi c'est important d'en parler du droit. Mais justement, malgré ça, ce fameux texte qui a été adopté en 82 protège néanmoins la communauté. Il y a des personnes qui se sont prévalues de ça à un tel degré assez impressionnant. Puis je vais vous en nommer quelques exemples. Récemment, nous avons eu comme un jugement au Québec, Centre for Gender Advocacy contre le procureur général du Québec, c'est-à-dire Centre de lutte contre l'oppression des genres, qui a réussi à faire légaliser la non-binarité au Québec, a réussi à faire légaliser le fait même d'avoir une mention de sexe X sur ses cartes d'identité, ainsi qu'à offrir d'autres sortes de protections aux membres de nos communautés. Puis cette revendication-ci a mené à ce que, également à la gratuité des premières demandes de changement de la mention de sexe au Québec, une mesure qui a sauvé à des personnes trans plus que 100 000 $ par année. Imagine ça. Puis également, ces droits-ci se sont mis. Je prends un peu de café. Et ces droits ont eu beaucoup plus d'attention de nos tribunaux récemment. Un jugement récent, Hansman contre Neufeld, ici en Colombie-Britannique, concernant justement un trustee de commission scolaire transphobe. C'est la première fois où est-ce que la Cour suprême du Canada, le plus haut tribunal de ce soi-disant pays, a reconnu la marginalisation des personnes trans et le fait qu'il y a des personnes qui sont protégées par nos droits, des personnes qui ne sont pas hors la loi, contrairement à toute une époque auparavant. Et celle-ci, ça peut paraître comme juste un texte, mais je vais vous en nommer d'autres exemples de comment est-ce que nos communautés s'en sont protégées. Disons par exemple, XY contre Ontario, 2012. Où est-ce que la loi ontarienne sur les droits de la personne, qui est aussi inspirée par le droit fédéral, a justement déclaré invalide l'exigence d'avoir des chirurgies d'affirmation de genre, c'est-à-dire des chirurgies stérilisantes afin d'obtenir les pièces d'identité avec la bonne mention de sexe. C'est pas quelque chose que tu peux vraiment militer en dehors du cadre légal, puis ça explique pourquoi c'est aussi important que ça. Mais également d'autres cas, tels que ici à Vancouver, Dawson versus Vancouver Police Board,
un cas où est-ce qu'une femme trans s'est fait dénier ses traitements. S'est fait dénier comme des traitements, entre autres post-vaginoplastie, ainsi que des traitements concernant justement qui sont relatifs à son identité, ainsi que justement le mégenrage, le morinage systémique par les forces policières. Et dans ce cas-ci, Mme Dawson a réussi à réclamer 15 000 de la police de Vancouver. Et un peu plus récemment, en 2018, OJ contre Whatcott, un cas également concernant la diffamation anti-trans, ici à Vancouver, Morgane OJ a réussi à obtenir 55 000 $ en dommages-intérêts de la part d'un des plus grands transphobes du pays, parce que, ce n'est pas une bonne idée d'aller mégenrer une personne dans une salle de cours, tiens. C'est pas une bonne idée. Mais malgré ça, il est important à noter que ces avancées n'ont généralement que pu bénéficier les personnes les plus riches, les plus privilégiées de nos communautés également. Je sais critique avec ça, mais il faut reconnaître que le droit est un système à de nombreuses vitesses. Comment est-ce que quelqu'un peut aller aux tribunaux? Comment est-ce que tu peux te prévaloir de nos institutions comme ça? C'est en ayant de l'argent, c'est en ayant du privilège, c'est en se connaissant à qui tu peux parler, puis tout. Comment est-ce que... Imagine donc comment est-ce que les personnes trans travailleuses du sexe n'ont pas pu se prévaloir de ces protections-ci à cause justement du fait que les contrats en TDS et leurs clientes n'ont pas été reconnus jusqu'à tout récemment par nos tribunaux. Comment est-ce que beaucoup de monde se font mégenrer même dans nos salles de cours, par des avocates, par des institutions de la soi-disant justice. Est-ce que ça, c'est l'accès à la justice? L'exclusion du monde social mainstream, ça exclut nécessairement tout le monde. Ça exclut nécessairement l'accès à la justice et l'accès à des recours, l'accès à des mesures qui vont s'assurer que, justement, le monde puisse s'assurer, justement, que la participation publique puisse être possible. Et c'est ça, les barrières socio-économiques, la pauvreté, accentuée par la discrimination anti-trans, et en particulier la transmisogynie et du transmisogynoir, qui nous mène ici à un système où est-ce que, même si on a des textes comme ça, c'est un système à deux vitesses. Les injustices, ça tue. Je pense notamment en ce moment à la mort de Cici Thibert, une travailleuse du sexe montréalaise qui a été tuée chez elle en 2017 par un client à coups de sabre. Puis elle n'a même pas eu de respect après son décès, ayant été mégenrée, morinommée, etc. dans les médias. Son tueur ne va qu'écoper de 7 ans en prison. Et je pense aussi à la mort de Danny Cooper, militante locale ici, tuée par les forces policières de North Vancouver. Il y avait juste à peine 2 ans, dans le cadre d'une so-called wellness check. Est-ce que ça, c'est la justice? Est-ce que ça, tu peux amener ça à un tribunal puis espérer que tu vas avoir de l'argent ou quelque chose? Puis est-ce que le système judiciaire criminel, ça protège réellement le monde ou est-ce que plutôt c'est une réponse qui va tenter de venir rentrer en dedans après les faits pour punir les soi-disant agresseurs sans offrir de protection, sans offrir de ressources, sans offrir rien, pantoute, aux victimes, aux survivantes? C'est une question rhétorique. Donc, où sommes-nous maintenant? Malheureusement, je vais le dire, les dernières années ont été assez dures. Puis on commence à vivre un peu dans un monde où est-ce que les faits n'importent plus, parce que la désinformation se fait légitimer des journaux scientifiques, puis se fait permettre justement, se fait insérer éventuellement dans les tribunaux. Les faits n'importent plus. Donc, on voit comment est-ce que, par exemple, en Floride ou dans plusieurs États américains, la désinformation va aller des groupes extrémistes à des journaux scientifiques et spécifiquement aux tribunaux pour ensuite être légiférés. C'est des mesures qui vont être... La discrimination va être blanchie. It's the laundering of disinformation. Imagine ça. C'est ça le monde dans lequel nous vivons, puis c'est un phénomène qui commence à nous frapper ici même au Canada ces derniers temps. La machine Hainer's fonctionne à temps supplémentaire à cette heure. T'as tellement de cas où est-ce que des personnes trans qui essaient justement de se défendre ont dû prendre des recours assez extraordinaires, à mon opinion honnête. J'en vois les cas où est-ce que des parents
poursuivent leurs propres enfants, parents suing their own kids, afin de les empêcher d'obtenir de l'hormonothérapie, et qui veulent outer leurs enfants aux médias, malgré les ordonnances du tribunal. Deviennent they become crusaders, deviennent des crusadeurs pour les causes anti-trans et l'extrême droite. Comme dans le cas AB contre CD, que vous avez, je pense que c'est celui au centre ici. C'en est l'exemple parfait de comment est-ce que nos tribunaux sont pas équipés à gérer les cas de haine et comment est-ce que les personnes qui vont venir attaquer la communauté sont capables de le faire en toute impunité. Puis en contrepartie, tu as des cas de jeunes de 13-14 ans qui vont être forcés à poursuivre leurs propres parents pour accéder à des soins de santé trans affirmatifs. Est-ce qu'une jeune de 14 ans peut se payer 50 000 $ en horaire d'avocat? Ça aussi, c'est une question rhétorique. Tu as aussi des cas de parents qui poursuivent leurs écoles afin d'exclure des enfants de cours d'éducation à la sexualité, surtout eu égard à l'identité de genre. Parce que les personnes trans sont tellement dangereuses pour leurs enfants que... Parce que les personnes trans sont tellement dangereuses que apprendre sur nous va intoxiquer leur cerveau pour le restant de leur vie. Tu as des cas de professeurs d'écoles secondaires qui vont poursuivre le gouvernement afin d'avoir la permission de outer une de leurs étudiantes trans à leurs parents sans le consentement de l'étudiant. Imagine ça. C'est un cas réel sur lequel je travaille. Voir à gauche. Mais, en même temps, c'est possible de remordre. C'est possible de se défendre. Je sais que, moi, d'habitude, je ne suis pas tellement une fan des mondes corporatifs et tout, mais j'aimerais bien ça reconnaître à quel point est-ce qu'on a réussi à quel point est-ce que nos communautés ont réussi à se prévaloir de nos institutions ici pour mordre, pour dire que non, on ne va pas laisser la haine passer. Ici à gauche, c'est moi qui dépose un acte d'intervention avec une de mes avocates sur ce dossier concernant un professeur transphobe. À droite, c'est le jugement Hadsman contre Neufeld. La première fois où est-ce que les enjeux des personnes trans ont été racontés à la Cour suprême. Regarde la liste des organismes communautaires queer qui ont intervenu dans cette cause-ci. Même si c'est une cause qui concerne comme deux personnes qui n'ont aucun rapport avec la communauté. Imagine ça. Des personnes venant à notre défense. Il y a du bon travail qui se fait à cette heure. Par exemple, il y a des recours d'Égal Canada contre, par exemple, le gouvernement de l'Alberta ou d'autres recours qui sont utilisés justement pour protéger les personnes les plus vulnérables à cette heure. Des organismes qui vont venir comme dire « Non, on ne va pas laisser ça passer. No passaran. » C'est possible. Change is possible. Le changement est possible. Il faut bien qu'on se défende pour ça, tiens. Et sur ça, n'oublions pas aussi que les interdictions sur les soins d'affirmation de genre, entre autres, vont dévaster nos communautés. Je pense que c'est déjà un acquis pour vous autres, que c'est quelque chose qui va tuer du monde. Une chose que, je ne sais pas si ça a tellement poigné des nouvelles, mais il y a eu déjà des cas de personnes trans qui se sont suicidées en face des propositions de loi anti-trans de Danielle Smith. Une récente étude de Nature concernant les lois anti-trans aux États-Unis, c'était plus comme en 2021-2022, avant que la récente explosion de lois anti-trans a vraiment comme pris lieu, mais disons que ça a explosé à un tel degré que le taux de tentative de suicide au sein des jeunes trans en dessous de 18 ans a augmenté d'un facteur de 72 %. Est-ce que ça, c'est normal? C'est aussi une question rhétorique. Mais en même temps, il est possible de résister. Qu'est-ce qu'on peut tous faire? Je sais que je vous ai parlé je vous ai donné un peu un overview du système juridique, du monde dans lequel nous vivons, mais que pouvons-nous faire ici dans la salle? Est-ce que vous autres, vous avez des idées? J'en vois pas vraiment les mains, donc j'ai peut-être commencé cette conversation, puis après, on peut aller utiliser le Q&A afin de jaser un peu plus de ça. Quand ça vient à militer,
Moi, une de mes expressions favorites, c'est résister et fleurir. De résister, de militer, converser avec des autres, puis de fleurir, de refuser d'être tué. To refuse to be stomped. Imagine donc. Il est possible de faire changer les choses, non seulement en militant, mais aussi en jasant avec d'autres mondes. Militer, c'est sûr que ça peut se faire dans nos sphères institutionnelles. Ça peut être une conversation entre professionnels. Ça peut être une personne qui va aller dire à son collègue « Yo, that's fucked up, bro ». Quelque chose comme ça, ça fait une différence. Ça fait une différence. Être tenu responsable, c'est... Être tenu responsable, ça fait peur. Puis beaucoup de monde peuvent être convaincus comme ça. Il ne faut pas sous-estimer l'impact qu'une simple conversation comme ça peut avoir. C'est l'une des manières qu'on peut lutter contre la désinformation scientifique, contre comme des formes de blanchissement telles que la Cass Review puis son équivalent en Floride, qui justement sont responsables des pires lois anti-trans que nous vivons à cette heure. Mais en même temps, avoir des conversations, c'est nécessaire. C'est un moyen par lequel nos professionnels, les membres de nos communautés, on peut finalement travailler à humaniser notre existence même. Je sais qu'il y avait une époque au sein des cercles militants queer au Canada où est-ce qu'on disait « c'est pas ma job d'expliquer tout à tout le monde ». Malheureusement, je pense que c'est pas comme ça qu'on va réussir. C'est pas comme ça qu'on va réussir à s'en sortir puis se bâtir des futurs pour nous tous. Plutôt, il faut que nous parlons. Pour celles qui sont dans le monde straight, la seule personne trans qu'elles voient, c'est la personne trans sur la télé. Ou peut-être la personne trans sur une barre à chocolat. Et malheureusement, trop souvent, cette personne-ci va être distortée par des plateformes telles que Twitter. C'est bien le fun, n'est-ce pas? Mais également, il ne faut pas que ce soit juste comme ça. Il faut que nous commencions à avoir des conversations avec d'autres personnes. Il faut aller connaître les portes des autres. Rencontrer ses voisins. Aller leur dire « Hey, est-ce que ça va? » Puis jaser. Bâtir les liens, bâtir les solidarités. Se plaindre ensemble de choses telles que le haut coût des appartements, puis comme le prix comme pour aller faire l'épicerie, puis tout. Se plaindre ensemble, lutter ensemble. Des relations peuvent fleurir dans les circonstances des relations, des amitiés, même l'amour, ça fleurit dans les circonstances qui peuvent être parfois assez, je dirais, absurdes, mais aussi comme assez non conventionnelles. Le droit, comme, ce n'est pas l'endroit où est-ce que tu changes des cœurs, des esprits. It's not where you change hearts and minds. Même si ça peut être quelque chose même si ça peut en faire partie de nos luttes. Quelqu'un qui attaque SOGI 1, 2, 3 va bien se rattaquer SOGI 1, 2, 3, tiens. Peu importe le nombre de protections, peu importe le nombre de lois concernant les droits de la personne qui vont justement être instituées par les gouvernements. Et c'est pourquoi c'est aussi important de venir parler à l'autre monde. Pour citer Kaichin Tom, il y a un pouvoir à écouter à nous autres, à nos collègues, à nos voisins, à écouter à peur en dessous des rhétoriques. Pour plusieurs parents, c'est la peur de l'échec. L'échec de protéger leurs enfants, de guider leurs enfants, de passer leurs valeurs, leurs traditions à leurs enfants. C'est ça qui fait peur. Et c'est ça qu'on a besoin de faire. Surtout avec les personnes qui ne sont pas des transphobes de carrière, mais en même temps ne connaissent pas nécessairement autant que ça sur les personnes trans, c'est-à-dire la grande majorité de la société. Tiens, je veux dire, on peut bâtir des liens. On peut bâtir des liens avec les mouvements tels que le mouvement syndical, solidarité avec les travailleurs de Post Canada d'ailleurs. Et aussi, c'est possible de bâtir des liens un peu partout aussi. La loi ne va que nous amener aussi loin que ça. Pour faire des changements transformatifs, il faut que nous bâtissons une solidarité entre mouvements sociaux. Regardez à quel point est-ce que la crise du logement en ce moment empire. Regardez à quel point est-ce que nos gouvernements sont négligents. Il y a des endroits où est-ce que tu peux venir joindre les causes. C'est facile. Et j'aimerais bien ça dire. C'est sûr que même si une loi anti-trans, ça demeure quand même une loi anti-trans,
Une loi anti-locataire, c'est aussi une loi anti-trans. Une loi qui enlève des protections pour des travailleurs, c'est aussi une loi anti-trans. Une loi pour faire rentrer des salariés à la job ou pour kick-out des personnes sans abri de leur campement, ce sont des lois anti-trans. I hope that's clear. Et j'aimerais bien ça que nous reconnaissons à quel point est-ce que c'est important que nous continuions à nous organiser. Le monde a organisé long avant que les droits humains aient été protégés. Tiens, c'est nice pis tout d'avoir une charte canadienne écrite sur papier. C'est bien d'avoir ça, mais ça demeure un bout de papier écrit par une institution colonialiste afin de maintenir comme un certain ensemble de valeurs qui ne vont pas nécessairement protéger tout le monde, qui vont toujours laisser du monde à la rue, qui vont toujours laisser du monde à mourir de négligence. C'est pas comme ça qu'on va survivre. Les populations autochtones mondiales, from Turtle Island to Palestine, ont continué à résister des tentatives de vol de leurs terres et des pratiques assimilationnistes depuis longtemps. Les travailleurs autour de cette planète bleue ont protesté des conditions aberrantes de travail depuis longtemps. Qui ici se rappelle de la grève des travailleurs à Winnipeg de 1918? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Apprenez-y sur le mouvement syndical. Vous en avez besoin? Ce n'est pas de nulle part qu'on a maintenant comme des semaines de 5 jours, voire des semaines de 4 jours de travail. C'est à cause de nos mouvements sociaux. Et c'est en militant ensemble qu'on va réussir à gagner encore plus. Nos populations racisées ont lutté longtemps contre le racisme. Lutté longtemps pour s'assurer que l'île de la Tortue soit un endroit où est-ce que tout le monde puisse vivre en toute équité. Les queers de notre planète ont depuis longtemps résisté génocide après génocide après génocide à travers la planète. Même si cette nouvelle vague de loi anti-trans devient un génocide, ce qui peut l'être, je vais être très honnête, ça pourrait le devenir. On peut quand même y résister. We can fight back. On peut lutter contre. And we can win. On peut gagner. OK. Rien ne peut nous arrêter. Rien ne peut nous arrêter de bâtir des mouvements sociaux progressistes. Un mouvement dans lequel nous pouvons tous vivre ensemble en solidarité. Certes, les droits anti-trans font peur. Je sais que le monde dans lequel nous vivons à cette heure fait peur. Mais en même temps, ce n'est pas avec la loi qu'on se protège. C'est en marchant dans les rues. C'est en allant justement militer. C'est en bâtissant les solidarités qu'on va réussir à s'en sortir. J'ai écrit mes notes ici en anglais, c'est sûr. Mais j'ai vous lire la dernière phrase que j'ai. The law won't save us, but we can. La loi ne va pas nous sauver, mais nous pouvons nous sauver nous-mêmes. Tiens, nos communautés militent. Nos communautés ont été là depuis longtemps. Et je veux dire, si on n'est pas capable de continuer à marcher dans les rues, on peut marcher dans les trottoirs, on peut marcher dans les bâtisses, on peut marcher n'importe où. Et c'est nos forces qui vont nous sauver. Et c'est l'amour qui va nous sauver aussi. N'oubliez ça non plus. Bâtissez vos liens avec vos amitiés. Si vous n'avez pas encore rencontré une personne nouvelle au présent congrès, parlez-en à quelqu'un. Make a friend. Rencontrez quelqu'un. C'est ça qui va nous permettre à survivre à long terme. C'est pas en s'isolant puis en tentant de survivre toute seule qu'on va s'en réussir. C'est en étant ensemble en tant qu'une communauté qu'on va s'en sortir. Merci tout le monde. Thank you everyone. Chris, mon café est tout prêt. OK. On a, je pense, 12 minutes pour des questions. Je pense qu'on a un... Je ne suis pas sûr comment on va... Do people go up to the mic?
Je connais ces choses. Aussi, faites poser vos questions en français ou en English. Parfait. I'm fully anglophone as well. Mais moi, je vais essayer en français. Bonne idée. Sorry, I'm asking the first one in English. But how would you suggest educating queer individuals and youth on government, like language, like the language of government and the laws? De les lois qui sont présentement en train d'être mis en œuvre. Comment est-ce que nous pouvons éduquer les individus sur les différentes manières de les bloquer? Donc, je veux dire, premièrement, une des choses les plus importantes qu'il faut reconnaître, c'est que notre communauté, avec tout mon respect, je vous insulte là, cette communauté est vraiment horrible à l'éducation légale et une littératie politique. On n'est pas bon, on est pourri à ça, puis il faut le changer. Now the question is, how do you change that? And that's where you know, chat to folks, build workshops, do teach. Tu sais, il faut aller à des ateliers, faire des événements d'éducation populaire, avoir la chance de parler et d'apprendre au sujet des lois anti-trans et de savoir plus au sujet de où nous vivons. Moi, je vais vous donner un exemple. La raison pour laquelle Daniel Smith et son prohibition sur les thérapies hormonales et parce qu'elle a fait à travers les licences qui sont données parce qu'elle n'a pas de contrôle sur la loi criminelle qui est fédérale. Alors, je savais que ça allait être lieu comme ceci parce qu'elle ne peut pas imposer des sanctions pénales. Et donc, je vous encourage vraiment à faire des séances d'éducation populaire avec des professeurs de droit ou dans le domaine de droit parce qu'il y a des personnes à travers le pays qui font ce travail. Ben, il y a des personnes qui ont des cliniques communautaires pour les questions d'entraînement. Vous venez d'où? De Vancouver. Va parler avec Bar Finley ou Maître Smith parce que c'est des personnes incroyables qui ont une grande connaissance à ce sujet, qui pourraient faire un atelier sur les lois anti-trans 101. C'est ça que nous avons besoin pour notre communauté. Nous avons besoin que les personnes comprennent les principes qui gouvernent les régimes de haine dans lesquels nous vivons. Et c'est comme ça que nous allons débuter. Il faut connaître notre ennemi. Ouais, je vois une main. Hi, pardon my English. I have two J'ai deux questions, avec deux tensions au niveau de travail. Le premier, c'est la tension entre la solidarité qui est nécessaire avec des personnes qui ont différents niveaux de connaissances avec nous contre cette poussée avec plus de force pour nos droits. Et la deuxième tension, c'est cette fantasme du genre qui peut faire sembler de la côté droite que nous voulons détruire tout puis mutiler tout le monde contre ce que, en réalité, ce que nous voulons, c'est juste de vivre. Alors, comment est-ce qu'on peut lutter quand, qu'est-ce que eux autres sont en train de lutter avec quelque chose qui est si existentiel et énorme, puisque nous voulons, c'est peut-être mettre une pancarte sur un salle de bain, puis mes collègues peuvent encore me méjorer parce qu'on n'est pas en mesure de le... C'est arrêté. Donc, je vais dire quelque chose très clairement. Un compromis, ce n'est pas une réponse. Les compromis ne seront jamais la réponse. Je l'ai vu avec les démocrates aux États-Unis et même ici. On dit, est-ce qu'on devrait juste abandonner les femmes trans qui jouent au sport parce qu'il y a juste un ou deux en tout cas? Non, il ne faut pas les abandonner. Aussitôt que nous ouvrons la porte à l'inégalité, nous ouvrons la porte pour l'inégalité pour tout groupe marginalisé. Et vous ouvrez la porte à toutes sortes de différentes formes d'inégalité. Il ne faut jamais céder le terrain. Mais en même temps, cette question de solidarité, c'est très intéressant. Ce qui est important, c'est de reconnaître que différentes vérités peuvent coexister. Nous avons besoin de personnes qui sont en train de lancer des roches par des fenêtres, comme à Stonewall,
dans le contexte 2024 avec plus de surveillance. Mais cette sorte d'actions ne seront jamais populaires. C'est un fait. Il n'y a personne qui, en général, est pour briser les fenêtres, mais c'est nécessaire. Il faut perturber pour que les choses puissent arriver, pour que les personnes qui agissent pour bâtir la solidarité vont essayer d'avancer l'importance de lutter avec les personnes trans, les personnes queer, avec les personnes de toutes les différentes dimensions de la société pour contrer toute attaque contre nous. Nous avons besoin de solidarité transversale. Et lancer des briques, ce n'est pas peut-être le moment de le créer, mais c'est quand même ça que ça va prendre des fois. Là, je viens juste d'inciter du monde à commettre des crimes sur l'estrade, là, désolé. Merci pour votre présentation. Je remarque qu'il semble avoir cette vague de loi pour bloquer les personnes à changer leur nom s'ils ont un record criminel. Et ça ne semble être pas exclusivement axé sur la transphobie, mais clairement, il y a une dimension transphobique. Est-ce qu'il y a un groupe de lobby qui pousse ça ou d'où c'est motivé? C'est juste une création de peur, mais c'est une création de peur pas juste au sujet des personnes trans, mais au lieu des personnes qu'on appelle les criminels. Mais c'est aussi juste une construction de qu'est-ce que quelqu'un est. Nous avons vu beaucoup d'autres exemples. Ici, à Colombie-Britannique, la prohibition sur le changement de nom, il n'y a aucune exception. Donc, si vous avez t'as été chargé avec un harcèlement criminel, ça fait 30 ans, tu ne vas jamais pouvoir changer ton nom pour le restant de ta vie. Moi, je pense qu'il pourrait monter une contestation sur la charte, mais ça, c'est quelque chose que je présente des fois à des groupes plus radicaux. Je ne sais pas comment vous allez le prendre, mais ça, c'est un de mes hot takes. Les personnes qui font des crimes sexuels ont aussi des droits sous la charte. Et si nous les abandonnons, vous ouvrez la porte à beaucoup d'autres choses. Aussi horrible quelqu'un peut être, peu importe à quel point que quelqu'un est horrible, si on leur permet de perdre leurs droits civils, on ouvre la porte à la perte de droits civils pour tout le monde après ce moment. Je vois une question en arrière aussi. Ici, il y a quelqu'un qui avait la main levée pendant un moment quand même. Oui, merci beaucoup. C'était incroyable. J'adore le fait que tu as touché sur la solidarité avec les syndicats et les mouvements des femmes. Et moi, j'ai grandi, ça fait longtemps. J'ai vu le mouvement pour les droits des femmes, pour les droits des personnes gays. Et je pense que nous avons maintenant besoin d'éduquer les personnes dans ces mouvements. Nous ne sommes pas toutes unis. Nous avons toutes des différences. Regarde cette dernière élection aux États-Unis. Il y a des femmes qui votent pour Trump. Il y a des personnes noires qui votent pour Trump. Il y a des personnes gays qui votent pour Trump. Donc, sérieux? Je pense que nous avons besoin de commencer avec nous-mêmes pour bâtir ce mouvement que vous décrivez. Mais je suis d'accord que nous avons besoin de ce mouvement. C'est triste où que nous sommes présentement. Et donc, ma question est comment est-ce que nous pouvons avancer dans cette voie? J'ai tellement d'amis gays qui n'ont aucune idée au sujet des droits trans. J'ai tellement d'amis noirs où l'homophobie dans notre communauté est tellement vicieuse envers les personnes trans. Alors, comment est-ce qu'on peut changer les idées de les personnes qui, la regelons leur esprit, que nous sommes tous des démons puis nous s'en vont à l'enfer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis désolé si j'interromps vos applaudissements parce qu'on est quand même, on essaie de rester dans les heures, mais ma réponse à ceci, que si vous avez des points de vue haineux qui sont profondément enracinés, je suis de l'opinion que nous ne pouvons pas résoudre à travers des conférences de l'EDI. Ce n'est pas un atelier de trans 101 qui vont réussir à le faire. Si quelqu'un a déjà ses points de vue, mais ça, c'est les places qui sont tellement importantes que les voisins, les collègues, les connaissances qui ne sont pas nécessairement directement impactés, mais qui sont en solidarité avec nous de créer des contacts. Malheureusement, les personnes trans n'ont pas accès à beaucoup d'espace. Donc, moi, probablement, je pourrais jamais rentrer dans certaines églises parce qu'on me sortirait immédiatement. Mais il y a des personnes qui
sont capables d'entrer dans ces espaces. Je regarde autour de la salle ici. Vous savez qui vous êtes. Et c'est à travers des discussions, des conversations avec les autres, humaniser les autres. Et c'est comme ça qu'on élimine cette catégorie de l'autre. Il faut que l'autre nous devienne. C'est par là qu'il faut commencer. Dans ta présentation, que le droit ne peut pas nous sauver, mais on peut l'utiliser pour avancer. Mais aussi, le droit est souvent instrumentalisé aux États-Unis ou ailleurs. Comment on gère cette nouvelle réalité? Tu l'as mentionné que c'est aussi de plus en plus ça au Canada. Donc, comment on gère ça? Je dirais que l'important ici avec le droit, c'est d'assurer de comprendre un peu comment est-ce que le droit fonctionne au sein de nos communautés. Ça a toujours été un parmi tellement d'outils différents qu'on peut utiliser, puis surtout dans notre époque actuelle où est-ce que de plus en plus les protections juridiques cessent d'exister, entre autres avec la clause dérogatoire que je n'ai pas mentionnée, mais je sais que ça fait peur. Il faut reconnaître que le droit ne va pas toujours nous sauver, mais c'est souvent quelque chose que l'on peut quand même utiliser de temps en temps. J'imagine par exemple un cas où est-ce que... Imagine un cas où est-ce que quelqu'un se fait congédier de sa job à cause de transphobie. T'as probablement aucun recours, sauf soit name and shame ou une poursuite. Et c'est là que le droit rentre dans nos mouvements sociaux. C'est en tant que levier, parmi plusieurs autres. Ça ne va pas remplacer nos besoins à bâtir des solidarités et nos besoins à bâtir un mouvement social ensemble. Mais ça demeure quand même une chose très importante pour s'assurer que, justement, nous pouvons justement comme, se défendre de manière légale. Please join me in giving a big round of applause to Celeste. Thank you so much, Celeste, for your keynote. An honor and a pleasure, always and forever. Envers Céleste. Merci. Merci beaucoup.